Effectivement, c'est un discours qui est abject et qui dit tout et son contraire et qui est effectivement dans l'auto-persuasion, dans un fantasme. C'est pas parce que l'on dit quelque chose qu'il y aura la paix, c'est pas parce que Monsieur le Président dit il faut la paix qu'on va le faire. La paix ne se décrète pas, elle se déconstruit, notamment lorsque dans la mentalité palestinienne et dans la mentalité du monde, il y aura une éradication de ce qu'est la haine du juif et l'antisémitisme. À partir du moment où cette idéologie ne meurt pas chez les États voisins, Israël se défend. Mais pour répondre à votre question, je ne vais pas aller dans l'exégèse. Je suis écœurée, Gauthier. Mais vraiment, je suis écœurée. C'est-à-dire qu'en fait, quand on pense aujourd'hui aux otages, aux familles d'otages, à ces femmes qui se battent, à Sderot, à Nachal-Oz, qui ont été en première ligne du terrorisme. Comment elles vivent aujourd'hui, ce soir, ces familles-là? Soi-disant, on doit fêter Rosh Hashanah, la fête. Et on a un président de la République, soi-disant d'une des plus grandes démocraties du monde, qui fait ce discours-là. Ce discours est à vomir, Gauthier. Véritablement, c'est un discours qui est inhumain, qui est dégradant pour l'ensemble des personnes qui veulent maintenir les Lumières en France. Aujourd'hui, à l'hôtel de ville, on voit des drapeaux, justement des drapeaux de la haine. Ce qui est consacré aujourd'hui, c'est le palestinisme. Et en fait, ce discours-là, il est en train de détruire la société française et notre fraternité. On entend votre émotion, Vraiment. Rachel. Moi, je pense à ces otages, je pense à ces familles, je pense aux dômes de fer, je pense aux roquettes. Tous les jours, je pense aux enfants qui sont traumatisés. Il dit une vie égale une vie égale une vie, c'est la propagande du Hamas. Bah si, une vie égale une vie. Bah évidemment, c'est c'est-à-dire, il y a... Non, mais merci. Non, mais il faut quand même dire les choses. Il y a des dizaines de milliers de civils qui sont morts. Mais en Palestine, et une vie égale, en effet, une vie. Alors pourquoi ne parlent-ils pas des Israéliens? Oui, les Israéliens, ils sont en post-trauma aujourd'hui. Une seconde, le désespoir d'une mère israélienne... Une seconde, vous m'avez coupé la parole. Non, pas méchamment. Le désespoir d'une mère palestinienne est la même que le désespoir d'une mère israélienne. Un exercice d'autosatisfaction. C'est-à-dire que Emmanuel Macron décrétait que le temps était venu de la paix, etc. Il nous projetait dans un monde où, en fait, encore une fois, à quel moment cet homme est crédible d'ailleurs. La seule chose qu'il a donnée, c'est ce que souhaitait le Hamas. Et c'est tout, c'est la seule chose que vont retenir tous les journaux télévisés dans le monde, tous les dirigeants arabes dans le monde, toutes les populations arabes dans le monde, c'est cette reconnaissance. À aucun moment, ils vont considérer que c'est ce qui va permettre d'éliminer le Hamas. Parfaitement que non. Et donc c'est là où, quand même, d'avoir un dirigeant français avec une telle naïveté, je pense qu'il n'est pas naïf, il sait très bien, il a fait un cadeau et il en est coupable. À l'heure actuelle, l'existence d'un État palestinien n'est pas possible. Le président de la République a parlé de M. Abbas. M. Abbas a été élu, rappelez-moi, pardon, il y a 20 ans. Il n'y a pas d'élection depuis 20 ans dans les territoires palestiniens. Les dirigeants de la Cisjordanie sont tous corrompus, M. Abbas le premier. 90 ans l'année prochaine, Mahmoud Abbas. 90 ans l'année prochaine. Je rappelle, lorsqu'il dit que M. Abbas a condamné le pogrom du 7 octobre, une organisation proche de M. Abbas faisait partie Non, pas proche. Le Fatah, exactement. Faisait partie des terroristes qui ont organisé le pogrom du 7 octobre. Et je rappelle quand même que M. Macron donne des leçons aux Israéliens alors qu'il est incapable d'enrayer l'antisémitisme dans son propre pays, donc il donne des leçons aux autres alors que la situation en France est catastrophique. Mais il a expliqué que cette reconnaissance va faire du mal aux antisémites. Oui, bien sûr, ce soir, il y a des milliers de Français de confession juive qui sont autour de la table, autour des fêtes, et dont la seule ou la principale discussion est de savoir quand est-ce qu'ils vont partir et où ils vont partir. Donc avant d'aller faire le matamor à l'ONU et donner des leçons aux Israéliens, que le président de la République s'occupe de son pays. Il y a ça, il renvoie dos à dos le Hamas et Israël. Ce qui a été fait le 7 octobre notamment, c'est de la barbarie pure. Ce n'est pas une armée régulière. Lorsque je dis une vie égale une vie, c'est que dans le discours du président Macron, il ne parle pas des souffrances d'Israël, il ne parle pas des enfants, notamment du Sud, il ne parle pas des populations déplacées en Israël. Il y a des populations qui n'ont pas de maison aujourd'hui, du fait des attaques sur 7 fronts, où ce pays veut être, par les voisins, éradiqué. Et lorsque je dis qu'une vie égale une vie, malheureusement, dans les tunnels du Hamas, il y a des personnes qui ont vécu la Shoah, qui avaient des numéros de déportation et qui se sont retrouvées aussi dans les tunnels du Hamas. Donc une vie égale une vie, oui, mais il y a des vies qui sont plus douloureuses que d'autres.
et je l'ai trouvé pathétique. C'est un homme en situation d'échec qui vient de parler à la tribune de l'ONU. Pourquoi je dis cela? C'est parce qu'en juillet, il avait assuré devant une commission sénatoriale qu'il allait vraiment exiger les fameuses 4 conditions. Il allait vraiment exiger la libération des otages, j'en prends 2, et la reconnaissance de l'État d'Israël par les pays arabes. Eh bien, l'Arabie Saoudite et les autres pays arabes l'ont tout simplement remballé. Il aurait dû tout simplement reporter ce discours parce qu'il n'a rien obtenu du monde arabe. Et son discours est truffé d'omissions, de mensonges, je reprends votre terme, de naïveté, et je dirais même plus d'immaturité politique. Mensonges, omissions, quand il dit la promesse d'un État en 1948, d'un État arabe, inachevé. Par la faute de qui? Il ne dit pas que les États arabes de la région ont déclaré la guerre à des pionniers. C'était même pas encore l'État d'Israël. De naïveté quand il dit le cessez-le-feu permettra la libération des otages. Non, c'est la libération des otages qui permettra la conclusion d'un cessez-le-feu et qui permettra le cessez-le-feu. Et j'observe qu'il fait preuve d'une immaturité, d'une responsabilité très lourde au regard de l'histoire. Et j'ajouterai, je vais me permettre de le faire, je vais mettre un peu les pieds dans le plat. Quand il dit, par exemple, qu'il faudra une force internationale et que la France sera prête à aider. On a vu ce qui s'est passé au Liban avec le Hezbollah. Donc là, c'est l'envoi de troupes. Hein. Voilà. Et il y avait la force de l'ONU, ça n'a pas empêché le Hezbollah de se militariser en quelque sorte. Et je terminerai par un mot sur la reconstruction. Monsieur Macron a obtenu la reconstruction de marchés au Liban, notamment la reconstruction du port, et l'a offerte à ses amis. Monsieur Macron a obtenu 60%, écoutez-moi bien, 60% de la reconstruction de la Syrie. C'est la raison pour laquelle Jolani, l'ancien terroriste devenu président, avait exigé d'être reçu par Macron. C'est la raison pour laquelle il a reçu à Paris tapis rouge. Et M. Macron essaye de faire la même chose maintenant à Gaza. Emmanuel Macron doit sa carrière au Rothschild. Son logiciel, c'est fusion-acquisition. Il n'a jamais perdu ce logiciel. Il est resté un businessman et là, il est en train de travailler pour ses propres amis. Je n'en dirai pas plus. C'est surtout une trahison de l'ensemble des Français, une trahison de la République. Lorsqu'il y a marqué sur nos mairies, sur nos écoles de la République, liberté, égalité, fraternité, c'est très précisément parce que nous n'avons pas ni de religion, ni d'origine, que nous sommes sur ce socle commun qui est universel, mais profondément. Et donc là, ce qu'a fait Emmanuel Macron, c'est ouvrir la porte à cela, ouvrir la porte à une bataille de communication. Et c'est en ça que les Olivier Faure, les Jean-Luc Mélenchon sont finalement les porte-voix du Hamas, c'est qu'ils utilisent les mêmes méthodes de communication et les mêmes images. Si nous n'avons qu'une 50aine de mairies où il y a eu ce drapeau, le fait que ça circule sur les réseaux sociaux, l'impact est beaucoup plus important que seulement 50. C'est-à-dire que c'est comme la météo, quoi. 50 mairies ressenties, 60 millions. Mais ça, vous avez... Aujourd'hui, on parle avec beaucoup d'émotion de ce que ressentent les Juifs. Mais j'aimerais dire quelque chose qui peut peut-être aussi toucher d'autres personnes en France, qui est pourquoi est-ce qu'il y a 300 000 Libanais en France ? Il y a 300 000 Libanais en France parce qu'ils ont fui les Palestiniens et les Syriens qui étaient venus faire la guerre, une guerre terroriste au Liban et qui ont exterminé 200 000 Libanais pendant 15 ans. Et donc c'est pour cela qu'il y a 300 000 Libanais aujourd'hui en France. Et donc je pense qu'il est important qu'on dise effectivement tout ce qu'il faut dire sur les Juifs. Vous l'avez assez dit, je ne vais pas en rajouter. Mais je pense qu'aussi Emmanuel Macron est en train d'oublier qu'il y a 300 000 Libanais sur le sol français qui ont la nationalité française, qui travaillent, qui ne font pas de problème. On n'entend jamais un Libanais un Français d'origine libanaise qui a fait tel ou tel problème de sécurité ou de je ne sais quoi en France. Et ces Libanais sont là parce que les organisations palestiniennes à qui Emmanuel Macron donne un État ce soir les ont poussés à fuir une guerre terroriste. Donc il est en train non seulement de cracher sur les 450 000 ou 600 000 juifs en France, mais il est également en train de cracher sur 300 000 Libanais. Parce que Paul Amar a dit qu'il a quitté l'Algérie pour la France, mais moi, ma famille et tous les Libanais, tous les Français d'origine libanaise qui avons quitté le Liban, on l'a quitté à cause des organisations palestiniennes et de l'armée syrienne qui, sous ce drapeau, ont fait la guerre au Liban, ont fait 200 000 morts au Liban, ont coupé des doigts d'enfants chrétiens, d'enfants musulmans chiites, ont transformé des églises en garages, ont uriné sur les statues de la Sainte Vierge, du Christ et d'autres statues de saints, ont tué les chrétiens parce que chrétiens et ont tué les juifs parce qu'il y avait aussi une communauté juive libanaise. Donc,
Aujourd'hui, il est important, je pense, qu'on se réveille sur ce qui est en train de se passer en France. Avec ce drapeau, les organisations palestiniennes ont commis énormément de terrorisme, et pas seulement depuis 2023 et le 7 octobre, mais déjà depuis 1948, parce que ce drapeau palestinien qui a été repris par du shérif Hussein de la Mecque, il a été utilisé dès le départ par le moufti de Jérusalem, et ensuite il a été aussi pris par l'OLP. Et donc, derrière ce drapeau qui aujourd'hui se met sur les mairies françaises, vous en parlez. il y a le califat, il y a le djihad, il y a la conquête. Et j'aimerais dire une chose, parce qu'Emmanuel Macron semble l'oublier, sur Mahmoud Abbas. Parce que Vous me laissez juste, on va parler de Mahmoud Abbas, mais puisque vous avez parlé des drapeaux, parlons-en. Voyons les drapeaux sur une cinquantaine de mairies. Bon, je rappelle, 50 mairies à l'échelle de la France, c'est pas grand-chose, mais enfin quand même, poussé par Olivier Faure notamment. Donc, alors là, c'est la mairie de Saint-Ouen. Alors là, pour le coup, c'était le drapeau israélien et le drapeau palestinien. Il y a eu une manif où le maire de Saint-Ouen, M. Bouamran, a été traité de collabo, sans doute par les amis de la meute insoumise. Et donc, parce qu'il a mis... C'est pour ça que quand on vous dit, oui, ils sont pour la solution à 2 États. Non, là, le maire de Saint-Ouen, il met les 2 drapeaux, et vous avez des gens d'extrême gauche et des islamistes qui viennent et qui le traitent de collabo. Et c'est pareil pour, j'ai vu en réaction à la Tour Eiffel, on peut voir la Tour Eiffel, j'ai vu une députée LFI, même chose, dire que c'était scandaleux de mettre le drapeau israélien. Vous allez découvrir que Emmanuel Macron nous a menti. Il nous a raconté ce soir une fable à laquelle il a envie de croire. Il vit dans un métavers, dans un monde parallèle, et l'écrin de ce métavers ce soir, c'était l'ONU. Mais d'abord, permettez-moi de me souvenir que l'ONU, à une époque, a financé les terroristes, a aidé au financement des terroristes. On a des terroristes qui ont participé au 7 octobre et qui ont reçu de l'argent de l'ONU, et ça a été démontré à travers l'UNRWA. L'ONU est totalement discréditée depuis le 7 octobre. L'ONU n'existe pas. Donc il vient de faire une démonstration devant quelque chose qui n'existe pas. De mon point de vue, ça n'existe pas. Quelle est la crédibilité de ça? Rien. Zéro. Ce soir, c'est zéro. Alors, la démonstration à l'envers qui consiste à dire on reconnaît, en reconnaissant l'État de Palestine, on va arrêter le Hamas, il va se passer un conte de fées, c'est-à-dire que les armes vont être rendues, le Hamas va partir, un nouveau ordre politique va arriver, et Mahmoud Abbas, qui depuis 20 ans est au pouvoir sans une élection, va organiser des élections. 90 ans, Mahmoud Abbas. Mais tout ça est une fable, ça n'existe pas. Donc les conditions, de toute façon, voilà. Alors moi, ce qui me fait plaisir, que ce soir, je me suis promené dans Paris, j'ai même pris le métro pour voir si les gens réagissaient à ça. Je m'attendais à ce que les gens aillent avec des drapeaux, place de la République, manifester, etc. Les gens s'en moquent. Les gens s'en moquent totalement ce soir. Ça n'a pas de poids. Cette décision n'a pour l'instant, ce soir, Olivier, à part pour les Français juifs, pour lesquels il n'a eu aucun mot. Ce soir, c'est Shana Tova. Oui. Ce soir, c'est Nouvel An. Ce soir, les Juifs se sentent tristes et trahis. Ils ne parlent que d'une chose, de ça, de savoir s'il y a un plan B, de savoir si un jour ils pourront partir ou non, s'ils doivent partir, quand ils vont partir. Terrible. Et il n'y a pas eu ce soir un mot pour eux. Alors, je peux témoigner de ça, Gauthier. Oui, mais il y a une peur terrible chez des gens qui sont ici depuis des Mais on en a parlé avec Rachel. On a eu les larmes de Rachel tout à l'heure. C'est Olivier, pour continuer un peu avec vous, c'est le risque de voir les alias exploser, c'est-à-dire le départ vers Israël. On en parlait avec Rachel qui disait... explosent. Vous avez Rachel à côté de vous qui disait tout à l'heure, qui pense à partir, c'est dans sa tête. Je ne connais pas un juif qui ne pense pas partir. Je ne connais pas un juif qui rencontre un autre juif en lui disant « C'est quoi ton plan B? Où tu vas? Comment tu vois les choses? Comment tu vois l'avenir? Comment tu fais pour vivre aujourd'hui sans la peur ?» Je n'en connais pas un aujourd'hui. Voilà. Il y a 400 appels par jour de familles qui prennent des renseignements à l'agence juive. 400 appels par jour. Alors pour la blague, on a échangé un petit peu en disant que finalement, l'employé du mois, c'était Emmanuel Macron de cette agence juive. Je fais un petit peu mon Éric Tegner. Non mais pardonnez-moi de mes larmes et de ma tristesse. C'est-à-dire que ce qu'on a entendu, c'est tellement irrespectueux, c'est tellement pas du tout à la hauteur de ce qu'est la France. Moi, ce qui me fait peur, c'est que c'est une trahison, et je partage vos mots sur la nation française qui n'existe plus, de ce fait-là, et ça me fait peur lorsqu'on entend intifada dans les rues de Paris. Parce qu'en fait, ça veut dire quoi ?
Ça veut dire qu'on monte un peuple contre un autre peuple. Et puis par ailleurs, dans le discours de Emmanuel Macron, je trouve que cette trahison, et je pense aux femmes iraniennes qui sont en France, notamment à Mona Jafarian, etc. Parce que ce qui s'est passé là ce soir à l'ONU, c'est dans la ligne, exactement dans la même ligne qu'en 1979, la trahison. Au moment de l'arrivée de Khomeini en France. Exactement. Bien sûr, Paul Amar. Je ne vais pas poser la question. Ah, Je vais pas poser la vous question. allez apporter une réponse. Oui. En 2023, effectivement, coalition internationale contre le Hamas. Aujourd'hui, coalition internationale contre Israël. En juillet 2025, 4 conditions préalables avant ce discours. Il les oublie. Je vais vous répondre. Il a subi la pression du monde arabo-musulman, tout simplement, qui fait pression sur lui parce qu'elle peut faire pression sur lui. Alors vous pensez que cette pression, elle existe ou il la fantasme? Elle existe. Alors, je vais prendre un autre exemple. Par exemple, il n'est pas allé à la marche contre l'antisémitisme. Non. Oui, alors là, c'était la pression. Vous l'avez très bien cité tout à l'heure, ce faux humoriste-là. Yacine Bellatar, proche des frères musulmans. Yacine Bellatar, reçu à l'Élysée. C'est son conseiller BRP, Bruno Roger Petit, qui lui a présenté Bellatar, qui lui a dit il faut que tu l'écoutes. Il a écouté ce garçon, qui n'a aucun humour, mais qui est proche des frères musulmans, qui lui a dit il ne faut surtout pas aller. Ouais. Et il n'est pas allé. Alors je vais vous prendre un autre exemple. L'Algérie. L'Algérie. Emmanuel Macron fait le beau, le shérif, c'est quasiment le western, face à Poutine. Vous vous rendez compte la fermeté qui est la sienne face à un homme qui peut nous envoyer un missile quand même sur la France. Il ne dit rien face à l'Algérie. Boualem Sansal, ce magnifique écrivain qui va peut-être mourir en prison, il ne fait rien pour le libérer. Posez-vous pour le coup la question. Pourquoi se tait-il ? Alors pourquoi ? Parce que l'Algérie fait pression sur lui. Parce que l'Algérie a les moyens de faire pression sur M. Macron. Quels moyens ? La population. Il suffit de lire Mark Underwood, qui est un grand journaliste d'investigation, qui a écrit dessus, et c'est très compliqué aujourd'hui d'en parler, on le sait. Et dans beaucoup de milieux diplomatiques, tout le monde parle de cette potentielle pression qui date de 2017. Double pression. Entre l'Algérie et Emmanuel Macron, les intermédiaires possibles sont tout à fait nommés, etc. C'est dans un livre de Mark Soit vous le dites, soit vous le dites pas, mais vous ne faites pas les conversations entre vous dans lesquelles aujourd'hui, il y a des suspicions. Non, mais arrêtez avec vous. Non, mais il y a des suspicions qui ont été reléguées par Mark Underwood et par Ophi Investigation sur des questions de financement de campagne de 2017. Voilà. C'est une réalité aujourd'hui. Il y avait une troisième question qui était très importante, c'était la reconnaissance croisée entre les pays. Quatrièmement, il fallait revamper l'autorité palestinienne pour qu'elle soit en mesure éventuellement de diriger un État palestinien, y compris à Gaza. Toutes ces conditions ont disparu au mois de juillet et elles ont été basculées dans une résolution sans valeur juridique qui a été votée il y a une dizaine de jours sous le nom de Déclaration de New York en vue de l'établissement d'une solution à deux États. C'est le titre exact. Donc on a basculé les conditions dans une résolution sans valeur et on reconnaît sans condition. Donc c'est une reconnaissance inconditionnelle. À partir de là, les questions sont les suivantes. Est-ce que cette reconnaissance dont il se gargarise va permettre d'avancer sur le chemin de la paix ? Réponse, jamais. Ça a radicalisé les Israéliens et il n'y a aucune obligation sur les Arabes, pas même de reconnaître les Israéliens. Deuxième question, est-ce que ça va amener le Hamas à quitter Gaza ? Réponse, en aucune façon. Est-ce que les otages sont libérés ? En aucune façon. Est-ce que les États arabes vont se rapprocher d'Israël pour favoriser tout ça ? Réponse, non. Donc, et lui dit l'inverse sur chacun des points, lui il dit l'inverse. C'est catastrophique. Pour s'auto-persuader. Bon, après, il y a le contexte. Le contexte, c'est l'explosion de l'antisémitisme en France et dans le monde entier. Car une campagne de diabolisation d'Israël est en route, qui consiste à transformer l'État créé en 1947 sur l'Holocauste des Juifs en État nazi, génocidaire. Donc aujourd'hui, on défile contre les Juifs au nom de la lutte antiraciste. Et aujourd'hui, n'importe quel Juif, du bébé jusqu'à la grand-mère de 95 ans, qu'elle soit ou non pour Netanyahou, qu'elle soit ou non pour l'État d'Israël, dès lors que cette personne est juive, elle est considérée comme complice de ce qui se passe à Gaza. Et ça c'est la politique de l'incendiaire. C'est quelqu'un qui, voyant la situation qui est extrêmement tendue dans notre pays, qui est devenu un patchwork, c'est fini la nation française, c'est un patchwork de gens qui vivent les uns à côté des autres et qui ont peur les uns des autres ou qui se détestent. C'est très fort ce que vous dites. C'est fini la nation française. Oui, mais la nation française, d'ailleurs, lui-même dit qu'il n'y a pas de culture française. Effectivement, si avec l'immigration de masse, on a fabriqué un patchwork, et c'est dangereux. Alors, monsieur, ma question est simple. On est dans une situation où il met de l'essence sur cette situation-là. Et si demain, ça explose en France et ailleurs, il en portera la responsabilité. Je le dis extrêmement solennellement.
parce que c'est une opération qui n'a aucun résultat politique tangible. Aucun, Alors pourquoi ? sauf à punir Netanyahou, Alors pourquoi à il fait punir ça ? Israël, et derrière eux tous les juifs qui soient d'ailleurs pas ou d'accord ou pas contre sur. Pierre Lelouch, pourquoi il fait ça ? C'est-à-dire que, vous l'avez très bien dit, lui il dit c'est une défaite pour le Hamas, en réalité c'est une victoire. C'est une défaite pour les antisionistes, en réalité c'est une victoire. Gauthier, Pourquoi il fait ça ? Mais c'est très simple. Il le fait pour la même raison qu'il a inventé la coalition des volontaires en Ukraine. Il le fait pour exister. En France, il est mort, il n'existe plus. Le pouvoir est passé à l'Assemblée. Même son ancien Premier ministre lui dit de foutre le camp. C'est ce qu'il j'ai écouté le discours d'Arras hier, c'était une violence rare. Gabriel Attal. Gabriel Attal. Attal, c'est ça, je les confonds. Ils sont tellement inexistants que tu confonds. Peu importe. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il attrape ce qui reste de la 5e, c'est-à-dire le domaine réservé, pour continuer à exister. C'est pour ça qu'il multiplie les sommets, qu'il multiplie les conférences, qu'il invente des formules multinationales. Je vais faire la coalition des volontaires sur quelque chose qui est, là encore, totalement pipeau. C'est-à-dire pour que nous soyons en mesure d'envoyer 10 000 hommes en Ukraine après un traité de paix, il faut que les Américains et les Russes soient d'accord. Et là, vous avez vu, il a remis le couvert. Hein. Là, il a proposé d'envoyer des troupes à Gaza. Hein. Mais enfin, il faut être... Avec l'accord d'Israël, après un cessez-le-feu. Voilà, c'est ce qu'il fait. Je vais envoyer des... Comme il dit, je vais envoyer des mecs... donner les armes comme ça. Voilà. Non, mais non, on est... Franchement... Mais c'est pareil en Ukraine, hein, puisque c'est après un cessez-le-feu, la coalition des volontaires, après un soi-disant cessez-le-feu, qui a toujours évidemment enfin, pas vu le jour. Mais en Ukraine, ça ne se passera pas comme ça, tout simplement parce que les Russes ne voudront jamais que l'OTAN rentre en Ukraine par le biais des Européens, et les Américains ne couvriront pas les Européens en Ukraine. Pierre Lelouch, ça n'existe pas. Y compris par les Italiens, c'est faux, c'est complètement faux. Mais c'est comme ça, encore une fois, qu'en France, on a le sentiment que toutes les mairies françaises sont pavoisées aujourd'hui de drapeaux palestiniens, alors qu'il n'y en a qu'une cinquantaine. 36 000 communes. Et que, encore une fois, vous avez rappelé le chiffre, il y a 7 Français sur 10 qui pensent qu'il ne fallait pas reconnaître l'État palestinien. C'est ça qui est important, c'est de se désintoxiquer de ce que nous fait l'extrême gauche, Rachel. Je veux juste vous montrer le tweet d'Olivier Faure, parce qu'on l'a rappelé, hein, c'est Rosh Hashanah aujourd'hui, c'est le nouvel an juif, et je crois qu'Olivier Faure, voilà, alors pour les uns trop tard, pour les autres toujours trop tôt, pour moi simplement merci de l'avoir fait aujourd'hui, au nom de la France. Et c'est ce aujourd'hui qui fait réagir, parce qu'aujourd'hui, c'est le nouvel an juif. Et donc Olivier Faure, il trouve ça très bien que ça soit le jour du nouvel an juif, Rachel. De toute façon, là, on va. Le président a ouvert la porte à l'ignominie que l'on va avoir ces prochains jours. Évidemment, aujourd'hui, donc Olivier Faure sait très bien ce qu'est ce jour. Et puis par ailleurs, au nom de la France, sachant que les Français ne sont pas du tout d'accord avec ce qu'a fait le président de la République, encore moins. Au regard des urnes avec le Parti socialiste, enfin je ne sais plus combien ils ont fait à la dernière élection présidentielle, mais je me souviens que c'était pas beaucoup. C'est d'une perversité ce qu'a fait le président de la République sans nom. D'une perversité. Alors oui, il se gargarise. Et je précise, on m'envoie la photo, il a salué le président syrien qu'il avait reçu à l'Élysée, donc pas de surprise, ancien terroriste aujourd'hui aux Nations Unies. Le président de la République est passif-agressif. Il pense qu'il a le monopole du cœur, le monopole de la paix, le monopole du camp du bien, qu'il est avec les anciens, les descendants des colonisés, etc. Mais il s'en fout de tout ça. Non, il est la seule chose qu'il apporte, c'est lui. Exactement. Madame, je vous aime beaucoup, j'écoute ce que vous dites, mais très franchement, c'est pas comme ça qu'il fonctionne. Beaucoup ce que vous dites. C'est d'abord un acteur, c'est un narcissique, et c'est tout ce qui l'intéresse. Je voudrais revenir sur Faure et le Parti socialiste. Et puis je dis à Valérie, on peut jouer quelques mairies, puisqu'il y en a une cinquantaine, la même chose, minoritaire, 36 000 communes. Je viens vers vous, Pierre Lelouch. Mais je veux qu'on voit les images aujourd'hui à Saint-Denis, à Saint-Ouen, à Nantes notamment, voilà, de ces drapeaux palestiniens qui ont été pavoisés. Ça a commencé à Saint-Denis en présence du premier secrétaire du PS, donc Olivier Faure. Alors à Saint-Ouen, on a mis quand même le drapeau israélien, je le dis, hein, mais pas à Saint-Denis. Oui. Non, puisqu'on parle de la gauche et notamment du Parti socialiste, je dis ça avec mon camarade Henri. Il se souvient que sous la 4e République, le Parti socialiste, punaise, on faisait la guerre en Israël avec les Israéliens. Rappelez-vous, Guy Mollet. Qui c'est qui a passé la bombe atomique aux Israéliens si ce n'est pas les socialistes français ? Qui c'est qui a testé les Mirages en Israël en temps de guerre, y compris en 67, si ce n'est pas au départ les socialistes français. Alors que la gauche est bien changée, ça, on l'a tous constaté. Mais Henri Guénaud, on s'est eu au téléphone c'est marrant quand même, non avant l'émission, et je sais que ce qui vous a choqué, c'est, alors pour parler des mairies, c'est Corbeil-Essonnes,
une mairie d'hiver gauche qui distribue des drapeaux avec l'argent public, des drapeaux palestiniens, j'entends. Tout m'a choqué, mais là, sur les drapeaux qui ont été distribués, s'ils ont été achetés avec l'argent de la commune, c'est un détournement de fonds publics. Là, il y a des règles très précises, c'est-à-dire l'argent de la commune ne peut pas servir à ça. Et là, il y a des procédures judiciaires qui doivent être engagées si, effectivement, ça a été payé par l'argent de la commune. Mais le reste me choque aussi. Le reste, c'est-à-dire c'est-à-dire les drapeaux au fronton des, au fronton des mairies. Alors, j'ai beaucoup entendu sur les plateaux qu'il n'y avait pas de moyen de sanctionner cette action. C'est pas vrai. Il y a une amende de 150 € aujourd'hui. Non, mais c'est pas du tout. Pas du tout. Il y a autre chose. C'est l'exécutif a le pouvoir de révoquer ou de suspendre les maires quand ils commettent des fautes graves. Alors pour vous, il faudrait révoquer les maires qui ont mis les drapeaux palestiniens. En tout cas, c'est de la responsabilité du politique. Dire qu'il a absolument aucun moyen, ça n'est pas vrai. Donc, en plus, dans la loi, les motifs ne sont pas définis, à part que ça doit être grave. Voilà, bon, ça doit être grave. Vous pouvez soit révoquer, et à ce moment-là, il peut même pas se représenter. Le maire ne peut même pas se représenter pendant un an. Il est inéligible pendant un an. Ça se décide en Conseil des ministres. Voilà. Mais alors, vous savez qu'ils ont mis le drapeau palestinien pour justement être réélus, hein. Pas pour être révoqué, mais pour être réélus. Justement, ils auraient pris un risque si on avait un gouvernement. Un vrai gouvernement. Il y a une autre possibilité qui est dans l'ordre de la gravité moins grave, mais qui est la suspension pour un mois. Mais au moins cet acte symbolique, c'est-à-dire suspendre le conseil municipal pour un mois. Olivier. Mais Henri, ils vont tous vous dire, mais on a célébré le discours formidable du président de la République à l'Assemblée des Nations Unies. Le problème, c'est que on a la justice administrative. On applaudit. La justice administrative s'est déjà prononcée. Il y a donc un motif, en tout cas pour les pouvoirs publics, de sanctionner cette attitude. J'ai trouvé qu'il était même plus sévère avec Israël. C'était même pas un équilibre de renvoyer dos à dos. Il a été plus sévère avec l'une des seules démocraties de la région qui se bat sur 7 fronts différents, qui partage avec nous un même modèle. Car la réalité du 7 octobre, lorsque ces terroristes vont à Nova, c'est le Bataclan des Israéliens. Qu'est-ce que vous avez ? Vous avez de jeunes gens qui aiment la vie, qui la fêtent, qui la célèbrent, qui dansent, et des gens qui sont fascinés par la mort et qui viennent et qui tirent dans le tas. On a vécu ça au Bataclan. Donc les victimes de Nova, les victimes du Bataclan, ils ne vivent pas dans le même pays, ils n'ont pas la même religion, ils ne parlent pas la même langue, mais ils représentent un même modèle qui est attaqué par un ennemi commun. Et donc c'est pour ça que le président de la République, il commet une trahison invraisemblable. Et par ailleurs, je sais qu'on est à l'international, il aurait quand même pu avoir un mot pour les Français de confession juive, pour son propre peuple, pour ces milliers de Juifs qui sont inquiets. Il a dit certains ce soir, faites le nouvel an. Certains. Oui, certains. C'est une phrase d'une maladresse invraisemblable. Il aurait pu avoir un mot pour cette jeune fille qui a été violée à Courbevoie parce que juive. Il aurait pu avoir un mot pour Ruth Halimi, la mère d'Ilan. Il aurait pu avoir un mot pour le rabbin Lemel qui a été agressé. Il aurait pu avoir un mot pour tous ces gens qui cachent les kippas de leurs enfants dans les rues, qui ne mettent plus leur nom sur les applications de VTC, qui ne mettent plus leur nom sur les applications de livraison, pour tous ces Français de confession juive qui ce soir se demandent où est-ce qu'ils vont partir, qui ont été abandonnés une première fois lorsque sur les conseils d'un humoriste raté, d'une racaille, M. Bellatar, le président de la République n'est pas venu marcher contre l'antisémitisme et qui aujourd'hui se sent trahi une deuxième fois par un président qui ne respecte pas même ses propres promesses puisqu'il avait conditionné la reconnaissance de l'État de Palestine à des conditions qui ne sont pas respectées ce soir. Donc c'est une trahison sur toute la ligne. Rachel, je vois encore votre émotion ce soir. J'ai pensé à vous ce matin parce que il y avait sur le plateau de Romain Desarbes une Française de confession juive qui parlait de l'Alia, du départ. Et on en a parlé avec Amine, ce salon de l'Alia qui a enregistré des records d'affluence. Et vous-même, vous en avez parlé sur ce plateau. C'est pourquoi je vais vous poser la question. Vous-même, vous avez dit en début de saison, on est rentré il y a quelques semaines, je pense à partir. Quand le président de la République française, notre président à tous, de fait... parce que c'est notre projet. Tient ce discours... au siège donc de l'ONU à New York. Ouais. Ça vous renforce encore plus la petite musique que vous avez dans la tête. Est-ce que je pars ? Elle monte en intensité ou pas ? Bien sûr, et surtout pour cette nouvelle année.
En fait, ce soir, normalement, on devrait faire des vœux. Alors, le président Macron souhaite la paix dans ces conditions-là, c'est-à-dire sans condition. Et donc, forcément, ça nous conforte dans un projet qui est celui de partir, bien sûr. Mais lui, si j'ose dire, va partir en 2027 de l'Élysée. Oui, mais il a fait rentrer le palestinisme en France, là. Vraiment. Là, il a consacré quelque chose ce soir. C'est une victoire pour les LFI, c'est une victoire pour l'extrême gauche. C'est une il a dit que c'était une défaite pour les antisionistes, pourtant. Mais très concrètement, on le voit bien, comment ils se gargarisent sur les réseaux sociaux, comment ils sont contents. Et certains même ont dit enfin. Certains ont même dit effectivement, c'est trop tard, merci le président, alors que soi-disant, ils ne sont pas sur la même ligne. Mais on le voit bien que le palestinisme est consacré aujourd'hui, ce soir, grâce au président de la République. Et aux yeux du monde, en plus. Il ment aux yeux du monde. Éric Tegner. Moi, je veux dire, parce que je vois l'émotion de Rachel, je veux vous dire, Rachel, et je pense à tous les Français de confession juive qui nous regardent, ne partez pas. C'est essentiel. Parce que la vérité, c'est que l'immense majorité des Français qui nous regardent, et même ceux qui ne nous regardent pas, ils ne se sentent pas représentés par ce président de la République. C'est ça la vérité. Et qu'il y a un peuple aujourd'hui, je le crois vraiment, mais du fond du cœur, il y a un peuple qui est massif aujourd'hui, qui même si demain Jean-Luc Mélenchon est élu à la présidence de la République par un accident qui me semblerait improbable, se battrait jusqu'au bout. Et la vérité, c'est que personne pour dire aux gens de ne pas partir. Pardon, je vous interromps. Bien sûr. Pardon. Je pense que personne, face à la douleur de parents qui ont peur pour la sécurité de leurs enfants, qui ont peur pour l'avenir de leurs enfants. Je citais l'autre jour sur ce plateau un ami, Jérémy, qui a eu un bébé cet été et qui, la première chose dont il m'a parlé à propos de son fils, c'est de me dire j'ai une douleur au plus profond de moi-même parce que je sais que mon fils ne pourra pas vivre en France. Et donc, moi, je ne me sens pas autorisé, mais vraiment le moins du monde, à dire à ces Français-là ne partez pas. On peut leur dire qu'il y a peut-être des raisons d'espérer, qu'on va se tenir à leur côté. Moi-même qui ne suis pas juif, je partage les larmes de Rachel ce soir et c'est un des plus grands combats de ma vie. Et leur dire qu'il y a peut-être, ce pays a en lui des ressources profondes qui font qu'on va peut-être s'en sortir. Mais je ne me sens pas autorisé à leur dire de ne pas partir. Vous me le permettez? Mais je suis d'accord, juste rapidement, je suis d'accord avec vous, Amine, sur le fait que ce n'est pas une injonction. C'est qu'en fait, je ne veux pas être dans la position d'un Emmanuel Macron qui, dans le fond, pardonnez-moi, mais se satisfait du fait que beaucoup de Français de confession juive veulent aller en Israël. C'est ça la vérité. Pourquoi moi ça me parle? Pourquoi ça me parle en fait? Juste pour terminer, c'est parce que les Français comme moi, en fait, ils vont se retrouver dans la même situation. Sauf qu'on n'a pas d'endroit où aller, on n'a pas d'endroit où partir. Donc la vérité, c'est que nous, on est prêts d'une certaine façon à ce grand combat idéologique où il va falloir pied par pied se battre pour ne rien céder. Et c'est pour ça qu'en fait, pourquoi autant de Français aujourd'hui se sentent complètement solidaires de ce qui se passe auprès des Français de confession juive? Parce qu'ils savent qu'en fait, c'est une répétition générale à la grande résistance. Et c'est ça que je veux vous dire, Rachel. Je le comprends parfaitement, l'envie de partir. Je le comprends vraiment, en fait. Mais la vérité, c'est qu'en fait, on a envie que vous restiez. Ce que vous voulez dire, c'est que après le samedi, le dimanche. Exactement. Ce que vous voulez dire, après les Juifs. C'est totalement ça. Les chrétiens. Et Oui, si c'est ça vous que vous voulez dire. permettez, puisque le propos devient personnel, je partage les larmes de Rachel, même si j'ai tenté, moi, de ne pas craquer, comme vous avez craqué. Je suis déjà parti. C'était en 62, né en Algérie, né français. Je suis déjà parti. Parce que le nouveau régime algérien a signifié aux chrétiens et aux juifs qu'ils ne devaient pas rester. Je suis déjà parti. Et je n'ai pas l'intention de partir une seconde fois. Je retiens de votre introduction ce soir les 71% de Français qui n'approuvent pas l'initiative d'Emmanuel Macron. On n'en parle pas assez. Ce soir, Emmanuel Macron n'a pas parlé au nom de ces 71% de Français, il a parlé au nom de Jean-Luc Mélenchon, il a parlé au nom de Olivier Faure. Et je ne céderai pas face à cette minorité islamo-gauchiste qui tente de foutre le bordel dans ce pays et le chaos. Alors c'est vrai, pour revenir à l'Algérie, qu'il y a une courbe démographique qui va être terrifiante pour la France. 2050, bascule démographique. Pardonnez-moi de vous le dire, mais il y aura plus de musulmans que de chrétiens à partir de 2050. Le combat ne fait que commencer. Je ne confonds pas, évidemment, et je le dis devant Amine, les musulmans avec les islamistes. Mais ils sont, et c'est pas Michel qui va me démentir, ils sont en conquête. Le drapeau palestinien, qui est le drapeau, Michel le dira très bien, du califat, montre qu'ils sont en conquête. Ils tentent maintenant, après le samedi, le dimanche,
Il tente maintenant de conquérir les terres occidentales, les terres de l'Occident. Eh bien, il ne faut pas partir et il faut se battre malgré Emmanuel Macron qui a déjà abdiqué, qui a déjà cédé sur plusieurs terrains. On aura peut-être l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Mais Amine, ce que vous dites, parce que vous avez donc interpellé Eric qui disait à Rachel ne partez pas, et j'ai envie de dire exactement pareil à Rachel, pareil à toute la communauté juive de France, même si on se sent évidemment autorisé de ne prendre la décision à la place de personne, mais vous-même vous l'avez dit, vous avez dit en début de saison, la France sans la communauté juive ne serait plus vraiment la France. Et c'est ça, c'est ça. Et ce que j'ai dit surtout, c'est que ce que vous venez de rappeler, mais que c'est pas un combat pour la défense des Juifs, c'est un combat pour une certaine conception de la France. Et que effectivement, j'avais parlé du canari dans la mine, et en rappelant que dans l'histoire, les Juifs, les persécutions qui ont touché les Juifs étaient toujours le signe avant-coureur de persécutions qui ont toujours touché d'autres, sous évidemment les nazis, en France sous Pétain, et il y a d'autres exemples dans l'histoire. Donc mon message, c'était de dire aux autres Français, pas aux Français juifs, aux autres, aux chrétiens, aux athées, aux apostats, aux musulmans qui refusent l'islamisme, aux minorités sexuelles et à tant d'autres. Ce combat est le vôtre. C'est celui d'une défense d'une certaine conception de la France. Et donc ne laissez pas les Juifs en première ligne, parce que derrière eux, ce sera vous. C'est la honte pour la France, quelle honte. Elle a reconnu un état terroriste pour le Hamas de nouveau en piste. Macron, président français, la France a été humiliée. Ce 22 septembre à l'ONU, Macron nous a monté son cul. Ce tout petit diablotin, ce minable, ce moins que rien, a voulu salir notre destin. La honte infinie pour ce petit pourri, avec son sourire cruel, jette la France dans la poubelle. L'affreux drapeau du Hamas, sur l'ONU la honte s'amasse. Un pacte scellé avec le diable, applaudi par des minables. Un choix amer qu'on ne peut effacer. Par la voix de Macron, la France a parlé, se soumettant au Hamas, faisant plaisir aux crouillasses. Ce tout petit diablotin, ce minable, ce moins que rien, a voulu salir notre destin. La honte infinie pour ce petit pourri, avec son sourire cruel, jette la France dans la poubelle. Oh, s'éteigne à tout jamais, le silence hurle cette monstruosité. Le poids des mots comme le sabre qui brûle. Ce que préfère Macron, c'est qu'on l'encule. Mais ce que l'on retiendra de cette histoire, la honte et l'ignominie mise à part, c'est qu'à lui tout seul, ce petit Macron nous a tous bien pris pour des cons. En obéissant au Hamas et au Qatar, il a plongé l'humanité dans le noir, dans le noir, dans le noir.